Bonjour tout le monde. Merci d'être présent cet après-midi pour ce séminaire. Et je tiens également à remercier les organisateurs des séminaires d'Agriculture Canada de l'invitation pour présenter mes résultats de doctorat. Donc voilà. Donc cet après-midi, je vais vous parler de l'amendement en biochar, effet sur les rendements des cultures en serre et leur impact environnemental. Le plan de la présentation, tout d'abord, je vais vous introduire le sujet. Je vais vous parler des objectifs de mon doctorat, la méthodologie utilisée, les résultats qu'on a obtenus, ainsi qu'une brève conclusion. Je tiens à préciser ici que je ne pourrais pas tout vous présenter les résultats, mais une partie. Mais si vous avez d'autres questions, il va être possible que je vous réponde. Donc, tout d'abord, pourquoi on s'intéresse tant? Pourquoi, en fait, qu'est-ce que tu sais du biochar? Excusez-moi. En fait, c'est simple, c'est du charbon qu'on va utiliser, on va incorporer dans le sol comme amendement. Mais pourquoi s'intéresse-t-on tant au biochar? En fait, c'est selon les études qui ont été effectuées dans certaines régions localisées en Amazonie, dans les terres noires que l'on nomme les terra petra. En fait, si on compare les terra petra à leur sol avoisinant, il a été estimé qu'ils possédaient 70 fois plus de carbone et 3 fois plus de matière organique et d'éléments minéraux comparativement à leur sol voisin. Et en fait, ceci découlerait des habitants qui habitaient dans ces régions localisées-là et qui ont apporté de la matière carbonisée dans ces sols-là. Et au cours du temps, bien, ces sols auraient évolué et seraient devenus très fertiles comparativement à leur sol avoisinant. Donc, les chercheurs voyant cet effet, ils se sont intéressés à dire pourquoi on ne mettrait pas du charbon dans nos sols comme pour améliorer la productivité de nos terres agricoles. Donc voilà pourquoi le biochar est devenu de plus en plus en effervescence en recherche. Donc, comment on produit le biochar? En fait, c'est simple. On utilise de la biomasse provenant d'écorces d'arbres, de résidus de culture et même de résidus alimentaires qu'on va envoyer dans le pyrolyseur. Et on va carburer, en fait, on va brûler la matière à haute température sous absence d'oxygène. Et en fait, on va obtenir un sous-produit, le biochar. Car il ne faut pas oublier, à la base, le pyrolyseur a été utilisé pour produire de la bio-huile. Mais voyant l'intérêt grandissant du biochar, de plus en plus, les pyrolyseurs sont confectionnés pour produire principalement du biochar. Donc voilà. Donc, une fois appliqué au sol, le biochar, selon la littérature, on voit qu'il y a des effets bénéfiques, dont, entre autres, il va permettre une meilleure rétention en eau dans le sol. Il va permettre d'améliorer l'activité et la diversité microbienne dans le sol. Il va permettre d'augmenter les rendements des cultures, de réduire le lessivage des éléments minéraux, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, tout dépendant du type de biomasse utilisée et des conditions de pyrolyse, c'est-à-dire de température, on observe dans la littérature une grande variabilité dans le fond des effets bénéfiques du biochar une fois appliqué au sol. Donc, c'est sur quoi je me suis basée au cours de mon étude doctorale, l'objectif général de mon étude était de comprendre comment les propriétés physico-chimiques d'un biochar va affecter la fertilité du sol et la croissance de la plante. Plus spécifiquement, les objectifs étaient d'évaluer l'effet d'un amendement en biochar sur sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la croissance de la tomate et du poivron de serre, améliorer l'efficacité de l'utilisation des engrais et de l'eau, et ainsi d'évaluer l'effet du biochar sur sa capacité à modifier la structure des communautés bactériennes dans un substrat horticole et dans un sol agricole. Donc, pour répondre à ces objectifs, différents types de biochars ont été produits. Donc, on a utilisé trois biomasses différentes, dont 3 biochars venant d'écorce d'érable, un de saule et un de copeaux de pin, qui ont été produits dans différentes conditions de pyrolyse et à des températures variables. Je tiens à préciser ici que le copeau de pin qui a été utilisé, c'est un biochar produit de façon commerciale aux États-Unis. Et dans le fond, c'était un peu notre biochar de référence comparativement aux 4 autres biochars qui ont été produits de façon plus artisanale. J'attire votre attention au niveau des acronymes utilisés en bleu, parce qu'ils vont suivre tout au long de la présentation. Donc, pour les 3 premiers biochars venant d'écorce d'érable, M signifie en anglais maple, et la température de pyrolyse.
le saule, W pour willow en anglais, et P pour pine. Donc, une fois que les biochars ont été produits, on a procédé à la caractérisation. Ici, je présente quelques propriétés physico-chimiques, mais j'ai d'autres en annexe si vous avez des questions supplémentaires à la fin de la présentation. Donc, concernant au niveau des propriétés chimiques, si on regarde par rapport au pH, au pouvoir neutralisant et au pourcentage de cendre, c'est vraiment les érables qui ont eu un pouvoir alcalinisant beaucoup plus élevé comparativement au pin et au saule. Et parmi les érables, c'est vraiment l'érable 550 où son pouvoir alcalinisant est beaucoup plus élevé comparativement aux autres biochars. C'est le pin 700 où la capacité d'échange cationique a été beaucoup plus élevée comparativement aux autres biochars. Au niveau de la matière volatile, c'est le biochar, l'érable 400, où son contenu en matière volatile était beaucoup plus élevé comparativement aux autres. Et en fait, ici, c'est logique si on compare entre les érables ensemble, que la matière volatile est beaucoup plus élevée dans l'érable 400, étant donné que il a été brûlé à moins haute température, donc son contenu en matière volatile a été plus conservé comparativement aux deux autres qui ont été brûlés à plus haute température. Et c'est le pin 700 où la porosité a été beaucoup plus élevée comparativement aux autres types de biochars. Donc, une fois la caractérisation faite, on a procédé à... Dans le fond, aussi, j'ai oublié de vous mentionner, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de voir que on a des biochars avec des propriétés physico-chimiques très différentes. Donc, c'était ça notre but aussi d'obtenir pour la suite, pour bien les évaluer, les propriétés physico-chimiques pour les études que je vais vous présenter à l'instant. Donc, une première étude a été effectuée avec de la tourbe. Dans le fond, ici, c'était pour évaluer l'effet du biochar sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ici, on a utilisé un mélange de tourbe avec les 5 types de biochar avec un volume de 0 ou de 15 et qu'on a complété avec de la perlite pour avoir un volume final de 100 Donc, chacun des mélanges, par la suite, le pH a été ajusté pour réduire l'écart de pH entre les mélanges, avec une unité de pH limite entre les mélanges. Et suite à l'ajustement de pH, on a séparé chacun des mélanges en deux et on a ajouté dans la moitié des mélanges 4 de compost, étant donné que c'était une incubation en absence de plantes. Donc, c'est pourquoi on a ajouté dans la moitié des traitements du compost pour simuler, dans le fond, un apport en carbone dans le mélange. Donc, une fois les mélanges préparés, on a entamé l'incubation dans une chambre d'incubation à température et à humidité constante durant 58 jours. Chaque substrat a été humidifié avec 60 de la saturation des pores en eau et de façon hebdomadaire, une fertilisation azotée a été ajoutée dans tous les pots. C'est un dispositif aléatoire complet avec 12 traitements, donc 5 biochars, 1 témoin et un compost. Avec et sans compost, pardon, et chaque traitement a été répété 4 fois. Au niveau des analyses ici que je présente, bien, il y avait un échantillonnage de gaz de façon hebdomadaire pour mesurer le CO2 et le N2O. Donc, si on regarde au niveau des résultats obtenus pour cette étude, si on commence par le CO2, avec les traitements qui n'ont pas reçu de compost, on voit ici le cumulatif total des émissions de CO2 par rapport au temps d'incubation. On voit qu'en début d'incubation, l'érable 400, c'est lui où les émissions de CO2 ont été beaucoup plus élevées comparativement aux autres. En fait, ici, c'est logique de voir parce que son contenu, comme on a vu tantôt, son contenu en matière volatile était beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus de carbone labile, donc à favoriser une plus grande respiration microbienne en début d'incubation. Mais on voit que le carbone labile s'est épuisé au courant de l'incubation, donc on voit en fait qui est normal aussi, puis qu'on voit aussi dans la littérature un effet comme biphasique qu'on appelle. Et on voit souvent cet effet biphasique sur les biochars qui ont été produits à faible température. Si on regarde au niveau du cumulatif total des émissions de CO2, on voit que c'est le pin 700 où les émissions de CO2 ont été beaucoup plus élevées et c'est au niveau de l'érable 550 où les émissions qui ont été plus faibles par rapport aux témoins.
L'une des possibilités au niveau du pain 700, pardon, c'est le fait qu'il soit plus poreux, donc a permis une meilleure diffusion des gaz dans le substrat, donc a permis des émissions de CO2 beaucoup plus élevées comparativement aux témoins et aux autres traitements. Et au niveau de l'érable 550, il y a deux possibilités. D'une part, au niveau de sa stabilité, de son carbone, et aussi le fait que son pH était extrêmement plus alcalin comparativement aux autres aurait limité la respiration microbienne. Donc, si on regarde par rapport aux traitements qui ont reçu du compost, bien, en fait, ici, on voit que l'ajout de compost a permis d'augmenter les émissions de CO2 dans les traitements et principalement dans le pain 700, dans le témoin et dans l'érable 550, avec une moyenne d'augmentation de 21%. En fait, l'ajout de compost a permis d'apporter un apport en carbone, ce qui est logique, et favoriser finalement l'activité microbienne du sol. Pour ce qui est des émissions en N2O, bien, pour les traitements sans compost, toujours avec le cumulatif total des émissions d'N2O par rapport au temps d'incubation, mais on voit que de façon générale, je dirais en début d'incubation, les émissions de N2O ont été beaucoup plus faibles en présence de biochar qu'en absence, mais le pain 700, c'est lui qui a été le moins efficace pour atténuer les émissions de N2O. En fait, les conditions, d'une part, le fait qu'on ait ajouté de façon hebdomadaire un apport en azote et son pH étant plus près du témoin aurait favorisé des conditions plus propices aux émissions de N2O comparativement aux autres biochars dont le pH est plus alcalin. Donc, si on regarde avec les traitements qui ont reçu du compost, mais on voit que l'ajout de compost a permis d'atténuer, dans le fond, les émissions de N2O dans tous les traitements, mais ce, principalement chez le témoin et le pain 700, avec une diminution de 40% des émissions de N2O. Donc, l'ajout de compost, oui, a apporté du carbone pour les micro-organismes, mais a permis en même temps de favoriser une dénitrification un peu plus complète, donc le passage de N2O en N2. En résumé, pour cet essai, on voit que l'ajout de biochar dans de la tourbe a permis de réduire les émissions des gaz à effet de serre, mais on voit des effets variés tout dépendant des propriétés physico-chimiques du biochar, dont l'alcalinité, la porosité, mais aussi au niveau de la disponibilité du carbone. Donc, suite à cet essai, on a effectué une expérience en serre. Ici, c'était d'évaluer l'effet du biochar sur les rendements de la plante, sur l'efficacité d'utilisation de l'eau et des engrais, mais aussi sur l'effet du biochar sur la structure des communautés bactériennes. Donc, encore une fois, c'était de la tourbe, mais cette fois-ci, on a analysé 3 types de biochar avec 3 doses différentes, donc 5, 10 et 15%, et on a encore complété avec de la perlite pour avoir un volume final de 100%. Encore une fois, ici, on a ajusté le pH pour réduire l'écart de pH entre les mélanges. On a ajouté un agent mouillant pour faciliter l'humidification du substrat et un engrais de démarrage pour le début de la croissance de la plante. Au niveau du prototype du pot, en fait, on a utilisé un pot à CO pour permettre un beau profil racinaire et c'est pourquoi qu'on a mis du gravier dans le fond du pot pour pas que le pot bascule. Un de gaz a été installé à la mi-hauteur de chacun des pots pour permettre la collecte des gaz et aussi une petite pochette en ITEX avec le même substrat installée à une profondeur précise dans le pot pour permettre avoir une extraction, pour faciliter l'extraction d'ADN, mais aussi pour avoir que ça soit homogène partout dans chaque unité expérimentale. Donc, on a procédé à l'expérience en serre avec une première culture avec la tomate et ensuite avec la culture de poivron. Chaque culture a été d'une durée de 63 jours. Ici, on a aussi évalué l'effet de la fertilisation. Donc, F50 signifie la moitié de la dose recommandée, donc 50% de la dose qui a été ajoutée dans les traitements et l'autre moitié des traitements ont reçu 100% de la dose recommandée. C'était un dispositif expérimental en bloc aléatoire complet avec une structure factorielle 3x3, c'est-à-dire les 3 doses de biochar fois les 3 biochars, plus un témoin, avec l'ajout des 2 fertilisants pour un total de 20 traitements. Et chaque traitement a été répété 6 fois. Au niveau des analyses, de façon hebdomadaire, on a mesuré les émissions de CO2 de façon hebdomadaire.
Et à la fin de chacune des cultures, on a on a mesuré la biomasse aérienne sèche et ainsi que le rendement des fruits frais et secs des plants. Et on a collecté la petite pochette pour extraire l'ADN pour le séquençage métagénomique. Donc, concernant au niveau des résultats, si on commence par la biomasse aérienne chez la tomate, en fait, la biomasse aérienne, ça inclut les tiges, les feuilles et les fruits. Donc, on voit ici la biomasse aérienne avec les traitements sur l'axe des X. Donc, le témoin et les traitements biochars. Et, dans le fond, les colonnes en bleu signifient la fertilisation, la moitié de la dose recommandée, et en noir, la dose complète. On voit que, de façon générale, l'ajout de biochar dans le substrat a permis d'augmenter les rendements, la biomasse aérienne comparativement aux témoins, et ce, dans certains cas, de façon significative par rapport à leurs témoins respectifs. Pour la tomate, si on regarde au niveau des rendements en fruits, chez la tomate, ici, dans le fond, c'est des traitements qui ont reçu seulement la moitié de la dose recommandée. De façon générale, les valeurs au niveau des fruits frais sont beaucoup plus élevées par rapport à son témoin respectif, mais de façon significative avec l'érable 700 à 15%. Concernant au niveau des fruits frais, des fruits secs, encore une fois, les valeurs sont beaucoup plus élevées dans les traitements biochars comparativement aux témoins, mais ça de façon significative, surtout chez le pin et l'érable 700. Et si on compare les traitements biochars qui ont reçu seulement la moitié de la dose recommandée avec le témoin qui a reçu la dose complète en fertilisant, on voit que en ajoutant seulement 50% de la dose recommandée en présence de biochar, on est capable d'augmenter les rendements ou de maintenir un haut niveau de rendement en fruits secs par rapport au témoin qui a été fertilisé avec la dose recommandée, ce qui est très intéressant pour les producteurs. Au niveau, pour le poivron, si on regarde au niveau de la biomasse aérienne par rapport à lui, bien, on a encore une même tendance d'augmenter. Dans le fond, la présence de biochar a vraiment permis d'augmenter la biomasse aérienne, mais de façon plus marquée comparativement à la culture de tomates. Et pour ce qui est des rendements en fruits, au niveau des fruits frais, bien, encore une fois, pour les traitements qui ont seulement reçu la moitié de la dose recommandée, ici, au niveau des fruits frais, on a vraiment un effet très significatif dans tous les traitements biochars comparativement à son témoin respectif. Et au niveau des fruits frais, des fruits secs, bien, la tendance est la même, sauf que les effets sont un petit peu plus grands au niveau de l'érable 700. Et si on regarde encore une fois les traitements biochars qui ont reçu seulement la demi-dose recommandée par rapport au témoin qui a reçu la dose complète en fertilisant, mais encore une fois, dans le fond, la présence de biochar avec un apport de seulement 50% a permis d'augmenter les rendements en fruits secs par rapport aux témoins. Donc, ce qui est encore une très bonne, un très bon résultat pour les producteurs. Donc, suite à ça, dans le fond, on le voit aussi par rapport à l'augmentation du rendement avec la réduction de la fertilisation. Au niveau de l'efficacité de la fertilisation, dans le fond, ici, c'est calculé par rapport au rendement en fruits secs total durant la saison de culture, divisé par la quantité d'eau et d'engrais qui a été apportée aussi tout au long de la culture. Si on regarde tout d'abord avec la tomate, autant dans les traitements ayant reçu la demi-dose et la dose complète, bien, on voit que l'efficacité de la fertilisation est beaucoup plus élevée avec la demi-dose qu'avec la dose complète par rapport à leur traitement, par rapport aux témoins respectifs. Et c'est la même chose aussi au niveau du poivron. Il y a un effet plus marqué pour les traitements qui ont reçu seulement la demi-dose comparativement à la dose complète. Dans le fond, ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en présence de biochar, on est capable de réduire la fertilisation puis les apports en eau, tout en gardant un haut rendement en fruits, autant chez la tomate que chez le poivron en présence de biochar. Donc, suite à ça, on a aussi évalué les communautés bactériennes. Ici, on a seulement évalué dans les traitements qui ont reçu 15% de biochar avec la dose totale en fertilisation recommandée. Ici, dans le fond, les communautés bactériennes est calculée par une analyse PCOA, dans le fond, en principal de coordination.
c'est comme une matrice, ça permet de calculer une distance matricielle entre les communautés bactériennes. Donc, on peut le voir sous forme à 3 dimensions. Ici, ça signifie que plus la distance entre les communautés est grande, mais plus le pourcentage de variation va être grand. Donc, c'est ça. Habituellement, on peut le regarder en 3 dimensions, mais on peut le décortiquer en 2 dimensions. Donc, si on le regarde sous l'axe PC2 et sur l'axe PC1, bien, on voit que sur l'axe PC2, il y a une certaine une distinction entre les communautés qui sont présentes chez le poivron comparativement chez la tomate. Mais ici, c'est expliqué par 8%. La plus grande variation est surtout expliquée sur l'axe PC1 avec 26% et qui est expliquée par les traitements. Dans le fond, ici, c'est tous les traitements, les 2 érables, et ici, c'est le témoin et le pin 700. Donc, les communautés qui sont présentes dans le témoin et le pin sont différents, en tout cas, sont différentes de ceux présentes chez les érables. Une des raisons qui pourraient favoriser cette distinction entre les traitements, ce serait d'une part au niveau du pH, le fait que les érables ont un pH beaucoup plus élevé comparativement au pin qui a un pH plus neutre et plus près du témoin, expliquerait dans le fond le fait que les communautés soient un peu plus différentes dans ces traitements. Et si on tourne, dans le fond, le cube, je dirais, dans un autre axe, dans le fond, toujours sur l'axe PC1 ici, mais sous l'axe PC3, on voit ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque traitement, de façon significative, a vraiment eu un effet sur les communautés bactériennes. Donc, pour l'érable 550, par exemple, autant chez la tomate que chez le poivron, bien, il y a eu un effet spécifique sur les communautés et ces communautés-là se distinguent de façon significative par rapport aux autres traitements. Donc, en résumé, pour cet essai, on voit que l'ajout de biochar en présence de plantes dans la tourbe a vraiment permis d'augmenter les rendements des cultures. En présence de biochar, on a réussi à réduire jusqu'à 50% des apports d'engrais tout en gardant un haut niveau de rendement en fruits. Ça a permis aussi d'augmenter l'efficacité de la fertilisation. Et on a vu un effet varié sur la structure des communautés bactériennes et ceci, ce serait principalement dû à l'alcalinité du biochar. Donc, suite à cet essai, on a poursuivi avec une étude d'incubation avec du sol pour voir la faisabilité pour une application au champ. Donc, l'objectif ici était de voir sur l'effet des émissions de gaz à effet de serre et aussi sur la structure des communautés bactériennes. Donc, on a utilisé un sol argileux avec les 4 types de biochar ici, avec un volume de 0, une masse de 0 ou de 5%. Et encore une fois, on a séparé les mélanges, chacun des mélanges en 2 pour ajouter du compost. Le pH a aussi été ajusté pour réduire l'écart entre les traitements. Et une fois qu'on a procédé à l'incubation. Donc, on a utilisé des tubes, on a mis 100 grammes de mélange sec et on a humidifié ces mélanges à 70% de la saturation des pores en eau. Et ensuite, on a procédé à l'incubation à température et à humidité constante, mais cette fois-ci durant 338 jours. Une fertilisation azotée a été administrée à 4 dates différentes pour permettre d'activer l'activité de dénitrification ici. Et concernant le dispositif, c'est un dispositif aléatoire complet avec 10 traitements, donc les 4 biochars, le témoin avec et sans compost, et chaque traitement a été répété 4 fois. Au niveau des analyses, de façon hebdomadaire, encore une fois, les gaz ont été mesurés et un échantillonnage destructif au jour 44 et 338 a été effectué pour l'analyse de l'ADN, pour le séquençage métagénomique. Au niveau des résultats, au niveau des émissions des gaz, bien, on voit que si on regarde au niveau du CO2, ici toujours le cumulatif total pour les traitements sans compost, mais on voit encore une fois que l'érable 550 a vraiment émis beaucoup moins de CO2 comparativement aux autres traitements biochar et aussi par rapport aux témoins en rouge. Et lorsqu'on ajoute du compost, bien, encore une fois, l'ajout de compost a vraiment favorisé les émissions de CO2 et ce, principalement chez le témoin et chez le pin 700. Pour ce qui est au niveau des émissions totales en N2O dans les traitements sans compost, et cette fois-ci, dans le fond, dans tous les traitements biochar, ça a favorisé une atténuation des émissions de N2O par rapport aux témoins.
Et lorsque on ajoute du compost, bien, c'est vraiment au niveau du témoin où les émissions en N2O ont été réduites. Ici, tantôt, on voyait au niveau du pain 700, dans la tourbe, que les émissions avec le pain ont été beaucoup plus élevées. Et ici, on voit vraiment une efficacité d'atténuation. En fait, il n'y a pas seulement le biochar qui peut... en fait, le type de sol peut influencer les propriétés du biochar pour l'atténuation des émissions des gaz. Donc, on voit vraiment ici que... on a vu dans le cadre de mon doctorat que, justement, le type de sol pouvait influencer positivement ou négativement les propriétés du biochar. Concernant au niveau des communautés bactériennes, bien, ici, le facteur principal, en fait, qui a influencé les communautés bactériennes, c'est vraiment au niveau de l'ajout de compost. Donc, c'est ça, par rapport au traitement sans compost. Mais on voit quand même une distinction, c'est ça qui était de 14%, mais on voit quand même une distinction par rapport au jour d'incubation. Où les populations bactériennes ont été influencées. Donc, au jour 44, au niveau de l'analyse statistique, on ne voit pas de différence entre les traitements, mais au jour 338, par contre, on voit qu'il se distinguent les communautés bactériennes, et ça, c'est de façon significative. Donc, ça prend quand même un temps d'acclimatation aux micro-organismes dans le sol, d'être modifié dans le temps. Donc, l'ajout de biochar n'a pas un effet rapidement immédiat, dans les sols. Si on tourne encore une fois le cube, toujours sur l'axe PC1, ici, le pourcentage de variation est relativement faible, mais quand même, on voit que l'effet du biochar l'effet des érables, pardon, a favorisé un certain type de communauté bactérienne différente de ceux du témoin et du pain, encore une fois. Et selon encore l'analyse statistique, bien, c'est vraiment les témoins et le pain sont vraiment différents des érables. Encore une fois, l'effet de pH serait en cause. Donc, en résumé, pour cet essai, on voit que l'ajout de biochar dans le sol, dans un sol agricole, permet d'atténuer les émissions des gaz. Et on voit encore un effet varié sur la structure des communautés bactériennes. Oui, la qualité, elle a eu un effet, mais la grande variation des populations bactériennes a été expliquée par la disponibilité en carbone. Mais on voit quand même que le biochar, bon, je ne vous ai pas tout présenté au niveau des résultats, mais on voit que le biochar a un impact, l'impact que le biochar a sur les communautés bactériennes peut influencer, dans le fond, les émissions de CO2, car celui-ci va favoriser certaines communautés comme ceux plus impliqués dans le cycle du carbone et ceux impliqués dans le cycle de l'azote, et vont influencer justement les émissions des gaz. Donc, en conclusion, les deux facteurs clés à retenir dans cette étude, c'est vraiment au niveau des propriétés physico-chimiques du biochar, c'est vraiment au niveau du pH et de la stabilité du carbone qui vont venir influencer les populations microbiennes, et ainsi, ceci va avoir un effet sur la réduction des émissions des gaz et aussi sur l'augmentation des rendements de la plante, autant chez la tomate que chez le poivron. Et dans une optique de développement durable, bien, en fait, les biochars qui ont été à l'essai, bien, ils pourraient justement améliorer la productivité du sol, la croissance de la plante, la biodiversité bactérienne, l'utilisation de l'eau et des engrais, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à la commercialisation des biochars. Donc voilà. Mais c'est une belle avenue pour les producteurs horticoles, entre autres, et éventuellement pour les producteurs au champ en agriculture. Donc, je tiens à remercier mes superviseurs, le Dr Annie Antoun, le Dr Martine Doré, ainsi que Nora Ziadi, ainsi que les collaborateurs qui ont participé au cours de mes différentes expériences. Je remercie également les professionnels de recherche, l'équipe de serre à l'Université Laval, ainsi que les étudiants qui m'ont aidé de près et de loin là, au cours de mon cheminement doctoral. Également, tout le support financier pour réaliser les différents projets, et aussi, dans le fond, les différents
pardon, j'ai un blanc de mémoire, mais les différentes compagnies qui ont contribué dans le projet. Donc, je remercie également à vous de m'avoir écouté et si vous avez des questions, mais je n'hésitez pas à les poser.